Donc c'est bien parce que, vous voyez, on a essayé bon, de partir un peu de l'histoire et puis maintenant, et puis de voir un peu, faire un peu de la géopolitique, de voir d'autres pays. Et puis là, on en arrive aussi à des questions qui concernent plus directement la laïcité française aujourd'hui. Bon, alors je commencerai par montée de l'athéisme et laïcité. Alors, il y a deux termes qui sont différents en sociologie, qui est laïcité et sécularisation. Et il ne faut pas les confondre. La laïcité, c'est une régulation politique et juridique, puisque l'État doit être, l'État, la puissance publique doit être neutre, il doit respecter la liberté de conscience des gens, on va revenir là-dessus par les autres questions, enfin disons ça, il doit faire un équilibre des différentes libertés publiques, etc. Et tout ça, ça implique un dispositif juridique, des lois, de la jurisprudence, etc. Et des politiques publiques. Bon. Mais, si vous voulez que les gens soient très croyants, moyennement croyants, peu croyants, etc., finalement, ça peut exister dans ces différentes situations. À la fin du XIXe siècle, la pratique, dans certaines régions, était très très développée en France, et dans d'autres régions, était très faible. Bon. Et l'instauration de la laïcité n'a pas changé les choses. Bon, si nous prenons des exemples concrets, la pratique en Bretagne était très très forte. La pratique en Limousin était très faible depuis le XVIIIe siècle. C'était faible depuis le XVIIIe siècle. Après 1905, les choses sont restées comme elles étaient. La pratique bretonne est restée très très forte et la pratique en Limousin est restée faible. Les lois laïques n'ont pas changé fondamentalement la pratique religieuse. Même il y a certaines régions où la pratique religieuse s'est plutôt développée après les lois laïques, parce que justement il y a eu un certain apaisement et donc certaines personnes qui n'allaient plus à la messe sont retournées à la messe. Et puis ça rebaissait à partir des années 1950. 1950-1960. Mais bon, pour un sociologue, cette baisse est beaucoup plus liée à ce qu'on appelle la société de consommation et au fait aussi que la pratique syndicale a baissé, que les gens sont devenus plus individualistes, etc., que la laïcité. Dans les années 50 et 60, il n'y a rien eu de frappant qui s'est passé quant à la laïcité. Au contraire, on pourrait dire que la laïcité est devenue plus souple, puisque en 1959, il y a eu la loi Debré. Donc justement, bon, je vous ai dit qu'il y avait toujours eu la liberté d'enseignement, mais il n'y avait pratiquement pas de subvention pour l'enseignement privé. Et la loi Debré, en créant le contrat entre l'État et les établissements privés, a instauré du subventionnement public pour ces établissements privés. Et pour les laïcs un peu intransigeants, cette loi les a heurtés, les a choqués. Il y a eu des pétitions, il y a eu etc. etc. C'est pas passé comme une lettre à la poste. Donc, si vous voulez, c'est dans un moment où la laïcité s'assouplit, même s'assouplit trop pour certains laïcs, que en fait la sécularisation a été forte. Donc on voit bien que les rythmes de la laïcité et les rythmes de la sécularisation sont pas les mêmes. Ceci dit, ce qui est vrai, c'est qu'il est moins difficile d'être athée dans un pays laïque que dans un pays qui n'est pas. Et que, pour prendre un exemple précis, avant l'instauration des lois laïques à la fin du XIXe siècle, les libres penseurs étaient enterrés dans une partie du cimetière qu'on appelait terre maudite. Alors c'était une désignation qui n'était pas officielle, hein, mais on l'appelait terre maudite. Pourquoi? Parce que c'était un bout du cimetière qui n'avait pas été béni par le curé. Et dans cette partie qu'on appelait terre maudite, on enterrait les suicidés, les femmes dites de mauvaise vie, avec toutes les guillemets que vous voulez, et les libres penseurs. Et
bon, ben, c'était une sorte de stigmatisation. C'était une stigmatisation, et dans une France qui était encore largement rurale, c'était pas évident pour celui qui mourait lui-même, de savoir qu'il allait être enterré en terre maudite, entre guillemets, et pour sa famille, c'était encore moins évident. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'être athée dans un État laïque que dans un État non laïque, mais ceci dit, pour un sociologue, disons, le fait qu'il y a plus d'athées aujourd'hui qu'il y a un siècle, et qu'il y a un demi-siècle, est dû largement à des faits sociaux comme la société de consommation, alors, ce qu'on appelle l'individualisation des croyances, c'est-à-dire que les gens ne sont pas forcément athées, mais ils sont plus dans une relation distanciée par rapport aux organisations religieuses. Ils ont leurs croyances personnelles, et ces croyances personnelles, elles peuvent s'accorder sur certains points avec ce que proposent les églises, et elles peuvent diverger sur d'autres points. Et cela, d'ailleurs, même pour des gens qui, par ailleurs, ont une pratique catholique assez régulière. Vous avez plein de couples en France qui pratiquent le contrôle des naissances, qui normalement a été condamné par une encyclique en 1968, encyclique Humanité, et qui s'estiment bons catholiques par ailleurs. Donc vous voyez, les gens peuvent être dans une relation de proximité-distance avec les églises. Alors, est-ce que la laïcité est une règle de tous les pays démocratiques? Moi je dirais que tous les pays démocratiques ont des éléments de laïcité. Si vous êtes une démocratie, il ne peut pas avoir un lien complet entre l'Église et l'État. Parce que tous les gens qui font partie de l'État ne font pas partie de l'Église, ou ont cette relation de proximité, de distance dont je viens de parler. Donc s'il y a un lien organique très très fort, entre l'Église et l'État, il y a peu de démocratie. Bon. Et l'exemple d'un pays où il y a eu un lien très fort entre l'Église et l'État, c'est l'Espagne de Franco. Franco, c'était un dictateur, un quasi-dictateur qui gouvernait l'Espagne après une guerre civile qui a eu lieu à la fin des années 30. Donc il a gouverné de 1940 à 1975 où il est mort. Bon. Et là, il y avait un lien, le dogme catholique était religion d'État. Donc c'était pas seulement certains liens administratifs qu'il pouvait avoir entre l'Église catholique et l'État, c'était vraiment le dogme catholique qui était reconnu comme religion d'État. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette situation a commencé à changer avant même la mort de Franco, avec le Concile Vatican II. C'est-à-dire que c'est l'Église catholique elle-même qui a pris ses distances dans la deuxième partie des années 60 et le début des années 70 avec Franco, en disant que c'était pas normal cette situation, et c'est au sein de l'Église catholique elle-même que les choses ont changé, ce qui a fait qu'à la mort de Franco, l'Espagne est assez rapidement devenue un des pays démocratiques, parce que justement des forces vives de la société civile et notamment des responsables catholiques contestaient eux-mêmes cette situation. Donc, alors, ceci dit, si vous voulez, c'est un peu ce que j'ai dit sur l'Alsace-Moselle, c'est-à-dire que l'Alsace-Moselle, effectivement, il y a des atteintes à la laïcité qui sont le fait que le clergé est payé par l'État, mais on ne peut pas dire que l'Alsace-Moselle soit un pays qui ne soit pas du tout laïque. Vous avez, bon, l'État c'est une chose, l'Église c'est une autre, il y a une certaine séparation, même si elle n'est pas complète. Et bon, c'est pareil pour d'autres pays. Vous pouvez avoir d'autres pays où les églises certaines églises sont subventionnées par l'État. Pour moi, effectivement, c'est une laïcité incomplète parce que c'est toujours pareil, c'est ce que j'ai dit. Il y a certaines religions qui sont privilégiées par rapport à d'autres, et il y a des marques comme ça d'officialité vis-à-vis des religions. Mais il y a quand même des dispositifs pour faire régner quand même en gros la liberté de conscience, et on ne poursuit plus les gens parce qu'ils seraient athées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau du Conseil de l'Europe, et le Conseil de l'Europe,
c'est quelque chose de plus vaste que l'Union européenne. L'Union européenne, ça a 28 membres, le Conseil de l'Europe, ça a 49 membres. Donc, ça comprend la Turquie, ça comprend la Russie, ça comprend un certain nombre de pays. Quand vous êtes membre, citoyen d'un pays qui fait partie du Conseil de l'Europe, si vous estimez que vous avez une atteinte à votre liberté de conscience, vous pouvez faire des recours. Alors évidemment, ça prend du temps et ça demande aussi un certain financement. Il faut être soutenu souvent par une association, par des amis, etc. Et vous pouvez faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme peut condamner l'État. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Grèce, par exemple, pour atteinte à la liberté de conscience. Elle a condamné plusieurs fois. Et donc, si vous voulez, la Cour européenne des droits de l'homme ne se soucie pas, a priori, du lien qui peut exister entre l'Église et l'État dans tel ou tel pays. Mais elle se soucie des conséquences sur la liberté de conscience. Et si ces liens aboutissent à primer la liberté de conscience, eh bien, elle peut condamner l'État. Ça s'est passé pour la Grèce, ça s'est passé aussi pour la Suède. La Suède, il y avait un impôt ecclésiastique avec une possibilité de dispense, c'est-à-dire que il fallait mettre que vous étiez athée ou agnostique, et là vous ne payez pas l'impôt ecclésiastique, et si vous ne le mettiez pas, vous payez l'impôt ecclésiastique. Et donc la Suède estimait qu'elle respectait la règle démocratique. Sauf qu'il y a quelqu'un qui estimait pas cette situation satisfaisante, et une année, alors, il s'est dit qu'il avait fait une erreur, mais moi je pense que c'était plutôt intentionnel. Il n'a pas mis qu'il ne voulait pas payer l'impôt ecclésiastique, il n'a pas mis qu'il était agnostique ou athée, et donc on lui a réclamé. Et là il s'est réveillé, ou il a fait semblant de se réveiller, j'en sais rien. Il a dit: ah mais je suis agnostique ou athée, je ne veux pas payer l'impôt. On lui a dit: ben écoutez, là vous avez fait vos papiers, vous les avez mal remplis, donc cette année vous payez, puis l'an prochain vous remplissez correctement vos papiers et vous ne paierez pas l'impôt ecclésiastique. Ça c'est le raisonnement typiquement d'un bureaucrate administratif. Et il a porté l'affaire devant la Cour européenne. Et la Cour européenne a dit: mais la liberté de conscience est plus forte que la rectitude d'un papier administratif. Et donc la Cour européenne a condamné la Suède. Et comme la Suède, justement, est un pays qui veut être démocratique, ça a posé question aux Suédois, et du coup, les Suédois sont entrés dans un processus de séparation de l'Église et de l'État, et en 2000, il y a eu un processus, il y a eu une séparation de l'Église et de l'État en Suède qui a été proclamée. Bon, alors, qui n'est pas exactement la même que la France, mais quand même, il y a eu un processus de séparation. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un lien entre démocratie et laïcité, mais moi, je n'irai pas jusqu'à dire que tout État démocratique est forcément totalement laïque, comme, je l'ai dit, tout État laïque, malheureusement, n'est pas forcément démocratique. Donc il y a un lien, mais ce lien n'est pas absolu, et il peut y avoir des tensions, des fois, entre démocratie et laïcité. Et alors ces tensions entre démocratie et laïcité, ça nous permet de voir plus précisément la laïcité française aujourd'hui. Alors, là aussi, je vous ai dit au départ que il y avait des choses que j'analysais comme universitaire et des choses où j'avais des convictions comme citoyen. Il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que ce que je vais vous dire, je vous le dis comme citoyen, mais je pense que c'est appuyé par les études que j'ai faites comme universitaire. Alors prenons la loi justement sur la burqa. Ce qui est intéressant dans cette loi sur la burqa, c'est qu'elle n'invoque pas à aucun moment la laïcité. Vous prenez la loi, vous ne verrez pas du tout de référence à la laïcité. Et ce n'est pas un hasard, parce que quand il y a eu la mission parlementaire sur le voile intégral, c'était son titre, tous les juristes qui ont été convoqués ont dit: c'est pas possible de faire une loi interdisant le voile intégral partout au nom de la laïcité, parce que justement dans l'espace public, la laïcité c'est avant tout la liberté de conscience. Donc c'est pas possible. Alors, ils ont interrogé 6 juristes. Alors les 4 premiers ont été contre la loi, et puis évidemment ça fait un peu désordre pour la mission qui majoritairement était pour la loi, et donc ils ont trouvé 2 juristes qui étaient pour la loi, mais ces 2 juristes ont dit: vous pouvez faire cette loi au nom de l'ordre public, pas au nom de la laïcité. Et donc la loi invoque l'ordre public, mais elle n'invoque pas la laïcité.
Alors à mon avis, elle évoque l'ordre public un peu à tort et elle a prétexté de l'ordre public. Et on revient à la question, est-ce qu'il peut avoir des limitations de la liberté pour l'ordre public? Ce qu'avait dit le Conseil d'État, qui avait été consulté, c'est que dans certains lieux, effectivement, on pouvait interdire le port du voile intégral au nom de l'ordre public. Quand une mère de famille va chercher un enfant à la crèche ou à la maternelle, l'institutrice ou l'instituteur a besoin de savoir quelle est la personne qu'il a en face de lui. Et donc de voir son visage pour la reconnaître, pour ne pas laisser l'enfant à n'importe qui se prétendrait être la mère et qui ne serait pas la mère. Moi, quand j'étais enseignant et que je faisais passer des examens à mes étudiants et les étudiantes, j'avais besoin de voir leur visage pour être bien sûr que c'était tel étudiant ou telle étudiante qui passait l'examen. De même, si vous allez chercher de l'argent à une banque, si on ne reconnaît pas votre visage, vous pouvez tricher, etc. Donc, le Conseil d'État avait dit qu'il y ait des lieux où, effectivement, masquer son visage soit interdit, ok, mais vous ne pouvez pas le faire sur tous les lieux. Et le gouvernement d'alors est passé outre et a fait voter cette loi. Alors, cette loi a été ratifiée par le Conseil constitutionnel. Alors, donc, en bon citoyen, je dois considérer que la loi est légitime selon les prémices que j'ai dites tout à l'heure, à partir du moment où elle a été ratifiée par le Conseil constitutionnel. Mais ce que j'ajouterais comme sociologue, c'est que le Conseil constitutionnel a été mis devant une sorte de chantage politique, si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où le politique avait pris cette loi, il avait créé une situation nouvelle par rapport à la situation d'avant la loi. C'est-à-dire que, comme vous savez, le port de la burqa est recommandé par des groupes musulmans assez radicaux, salafistes. Et donc, le Conseil constitutionnel était mis devant un dilemme en disant est-ce que finalement vous êtes pour le gouvernement de la République ou est-ce que finalement vous êtes pour les salafistes? Et s'il avait refusé la loi, vous voyez, étant donné le deal qui était fait, ça aurait eu l'air de cautionner, disons, les salafistes. Et donc, je pense que ça a pesé sur la décision du Conseil constitutionnel. Et moyennant quoi, les décisions ne sont pas toujours à 100% juridiques, elles ont aussi un aspect politique. Ceci dit, le Conseil constitutionnel a quand même retoqué un passage de la loi, disant qu'autour des édifices religieux, le port de la burqa devait être permis. Alors, l'idée est claire, c'est-à-dire qu'une femme qui veut aller à la mosquée en burqa, elle prend une voiture ou un taxi, la voiture ou le taxi étant un domaine privé, être en burqa dans une voiture ou dans un taxi. Et puis, bon, ben, elle arrive, on la dépose à 15 mètres de la mosquée, elle fait ses 15 mètres de la mosquée, on ne va pas lui dresser le procès verbal entre le moment où elle a garé sa voiture et le moment où elle est entrée à la mosquée. Donc, mais on ne peut pas, la loi devant être générale, on ne peut pas dire les mosquées, on dit les édifices religieux. Voyez dans quoi vous avez le droit de vous promener autour de Notre-Dame en burqa, puisque c'est... Et une série de femmes qui étaient contre la loi, qui n'étaient pas des femmes qui portaient habituellement la burqa, mais une série de femmes qui étaient contre la loi, a porté la burqa et a fait une manif en tournant autour de Notre-Dame pendant une après-midi, parce que finalement on était arrivé à cette contradiction. Alors ce que je veux vous dire, c'est qu'à mon avis, si vous voulez, c'est un indice, justement, une loi qui doit comme ça un peu tricher, aller plus loin que ce que dit le Conseil d'État, se revendiquer de l'ordre public, alors que les députés, au départ, et quand on voit les actes de la mission sur le voile intégral, c'est clair et net, voulaient faire une loi de laïcité, et que c'est les juristes qui leur ont dit que vous n'avez pas le droit de faire une loi de laïcité, etc. Que finalement, au bout du compte, on aboutit à ce paradoxe que le seul endroit où le port de la burqa soit permis soit autour des édifices religieux, ça montre bien qu'il y a un problème. Ça montre bien qu'il y a un problème et que c'est pas seulement comme citoyen que je vous dis je suis contre, mais que je peux aussi vous dire comme sociologue que